Parfait, très très bien. Merci beaucoup. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous recevons aujourd'hui trois académiciens, membres de l'Académie française, de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques, afin de discuter avec eux des effets de l'évolution technologique de l'intelligence artificielle générative, d'abord sur notre éducation, mais aussi sur notre langue, sur nos imaginaires, sur nos capacités cognitives. Nous sommes dans la seconde phase de nos travaux, centrés désormais sur les conséquences de l'IA en matière éducative. Que cela ne vous interdise pas, évidemment, messieurs, d'aborder d'autres thèmes si vous le souhaitez. Nous vous remercions tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Antoine Compagnon, écrivain, critique littéraire, qui siège à l'Académie française. Bonjour, maître. Monsieur Patrick Flandrin, membre et ancien président de l'Académie des sciences, actuellement délégué à l'information scientifique de l'Académie. Vous êtes chercheur de formation. Bonjour, maître. Et Daniel Andler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes mathématicien et avez publié en 2023 un livre consacré à l'intelligence artificielle et intitulé L'IA, intelligence humaine, la double énigme. Bonjour, maître. Et merci encore à tous les trois d'avoir pris sur votre temps pour cette audition. Nous avons souhaité vous faire dialoguer pour tenter de recueillir un point de vue aussi varié et vaste que possible sur les conséquences de l'intelligence artificielle dans les domaines qui nous intéressent. Vous vous êtes tous exprimés à plusieurs reprises sur les enjeux de cette nouvelle technologie qui suscite de nombreuses craintes, mais aussi de nombreux espoirs. Certains dénonçant par exemple l'obsolescence de l'homme, pour reprendre l'expression d'un philosophe de la technique, Günther Anders. L'IA bouleverse notre société et apparaît d'ores et déjà adoptée massivement par les élèves et les étudiants qui l'utilisent pour gagner en vitesse d'exécution, parfois, hélas aussi, pour fuir l'effort. Pensez-vous que ces outils présentent des opportunités pédagogiques ou qu'ils risquent au contraire de miner l'esprit critique des élèves qui seraient donc moins appelés à penser par eux-mêmes? Faudrait-il attendre de disposer de davantage de recul sur les effets réels de ces systèmes pour les déployer à l'école et à l'université, notamment au vu des études déjà conduites sur le numérique à l'école qui n'ont pas fait vraiment la démonstration de leur efficacité, de son efficacité? L'école doit-elle être résolument conservatrice dans l'intérêt de la société ou à l'inverse, comment dirais-je, résolument progressiste? Sans plus attendre, messieurs, je vous, je vous cède la parole pour un propos liminaire de 5 minutes chacun, 5-10 minutes chacun, de manière à laisser à Madame Calvez, rapporteure de la mission, le temps de vous poser les questions qu'elle a préparées à votre attention. Donc, messieurs, je vous en prie, pour prendre la parole, vous appuierez sur le bouton qui est situé sous le micro. Je vous remercie. Allez-y, oui, comme vous voulez. C'est ceci. Eh bien, voilà. Bonjour et merci de nous recevoir. Je vais suivre l'ordre de vos questions et puis vous m'arrêterez quand le temps sera passé. D'abord, quelques généralités sur l'intelligence artificielle. Personnellement, je n'ai aucun pessimisme nostalgique ni optimiste aveugle. J'ai conscience que on appartient tous les trois à une génération qui a eu le meilleur des deux mondes. Le meilleur du monde ancien, du monde papier, et le meilleur du monde numérique, parce que nous sommes une génération qui s'est adaptée facilement au monde numérique par le type de formation que nous avions. Je suis entré dans le monde numérique au milieu des années 1980, je vous dirais en 1985, quand je suis parti enseigner à Columbia aux États-Unis, que j'ai acheté le premier ordinateur portable, et chaque étape dans le monde numérique s'est passée, je dirais, confortablement. Je dois bien avouer que j'utilise l'intelligence artificielle tous les jours. Que ça fait partie de ma vie. Je me souviens d'il y a 4 ans d'avoir fait une conférence, j'étais reçu à l'Académie des sciences, au membre de l'Académie des sciences du Japon, et j'ai fait une conférence qui était intitulée « Littérature et innovation », et à la fin de la conférence, je leur ai dit « Voici ce que l'intelligence artificielle aurait dit sur ce sujet ». Et dans le dîner qui a suivi, un économiste qui avait assisté à ma conférence m'a dit « Pendant que vous parliez, j'ai consulté ChatGPT pour voir ce que disait l'intelligence artificielle sur le sujet que vous traitiez. » La leçon, c'est que chaque fois qu'on prend la parole, il faut commencer par consulter l'intelligence artificielle,
précisément pour dire autre chose, puisque ce que prévoit l'intelligence artificielle, c'est ce qui est attendu. Autrement dit, il faut toujours balayer l'intelligence artificielle avant de se prononcer. Il y a quelques mois, à l'Académie française, nous voulions faire un rapport sur l'état de la lecture, dont je reparlerai, et j'ai demandé que devrait dire l'Académie française sur la lecture. Ça a scandalisé certains de mes collègues qui n'ont pas compris, je crois, d'abord comment se présenter collègues, confrères, pardon, et consoeurs, qui n'ont pas compris que l'intelligence artificielle permettait précisément de savoir ce qui était attendu et de faire autre chose. J'ai passé l'automne dernier à Columbia à enseigner et sans m'en rendre compte, j'ai beaucoup utilisé ce qui s'appelle AI Overview, qui est la première réponse sur Google. Si bien que quand je suis rentré à Paris en décembre, je peux bien dire que ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Je suis rentré de Genève hier soir et à Genève, j'étais ravi de retrouver AI Overview. Il y avait un article la semaine dernière dans le New York Times qui était assez positif sur AI Overview, le degré de validité des réponses. Et évidemment, la France est le seul pays au monde où nous ne disposons pas de AI Overview. J'ai consulté hier soir, non pas Gemini, mais ChatGPT, qui me rappelle que ce n'est pas interdit, mais que c'est par prudence que Google ne donne pas la réponse de AI Overview en France pour des prudences relatives aux droits voisins de la presse. À la limite, on peut se demander si l'absence de AI Overview ne pénalise pas la France. Donc c'est une question qui est grave. Est-ce qu'on a affaire à une rupture technologique? Certainement. Anthropologique, je n'en sais rien. Ne minérons pas l'effet du monde numérique en lui-même. Est-ce une étape de plus? Il est certain que ce à quoi on assiste en ce moment dans la guerre en Ukraine, en Iran, nous montre qu'il est bien possible que l'on ait affaire à une rupture anthropologique. Pour moi, l'homme moderne ou la femme moderne, c'était quelqu'un qui était défini par la lecture, au moins depuis l'imprimerie et depuis la démocratisation de la lecture. Et j'y reviendrai, mais on peut penser que la lecture est une activité vulnérable aujourd'hui, et c'est une réflexion sérieuse que nous devons avoir sur la lecture. Vous demandez si l'IA générative est conciliable avec une éducation humaniste. Bon, à chaque étape du progrès technique, on a douté de la survie de la littérature et de l'éducation humaniste. Quand j'ai écrit un livre sur les chiffonniers il y a un certain nombre d'années, j'ai remarqué que tous les écrivains se sont prononcés contre la plume de fer lorsqu'elle a été inventée autour de 1830. La plume de fer allait tuer la littérature. Alors, on ne réfléchirait plus comme on le faisait avec une plume d'oie qu'on devait tailler. Donc, c'était la mort de la littérature. Bon, ni la plume de fer, ni la machine à écrire, ni le traitement de texte n'ont tué la littérature. Dans mon dernier livre, 1966, Année mirifique, je parle de l'avènement du livre de poche. Lorsque le livre de poche est apparu, 95% des intellectuels ont été hostiles au livre de poche, qui détruirait la culture, la sacralisation de la littérature et de la culture. Il me semble que à la fois la plume de fer et le livre de poche ont été des instruments fondamentaux de la démocratisation de l'école et de la démocratisation de la lecture. Il n'y aurait pas eu d'école en 1830, l'école de Guizot, sans la plume de fer. La plume d'oie était trop coûteuse. Donc tout ça, ce sont des... Bon, alors il est vrai que je me suis prononcé contre le livre audio, mais c'est pour d'autres raisons. Je suis hostile au livre audio parce que c'est le livre du multitasking, mais je ne suis pas hostile au livre numérique. Bon, j'ai parlé de la lecture, ça me paraît une question fondamentale. Vous parlez des apprentissages. Bon, il y a un certain nombre de statistiques qui sont disponibles qui mettent
qui montre une baisse de la vitesse de lecture des jeunes. On apprend à lire, en gros, jusqu'à l'âge de 20 ans. On arrive à une vitesse lecture de croisière, pas avant l'âge de 20 ans, qui, en anglais, est en gros elle est entre 280 et 300 mots pour le lecteur expert, et on peut observer une baisse des élèves de la fin de high school aux États-Unis, une baisse qui est de l'ordre de, depuis 1960 jusqu'à ces années, de 240 à 190 mots par minute. Ça veut dire que les jeunes lisent beaucoup plus lentement, génération après génération, ce qui peut avoir des effets graves. Alors en français, on lit un peu moins de mots par minute qu'en anglais, parce qu'il y a plus de mots en français, comme on le sait par la traduction. Mais pour moi, c'est une question qui est assez grave, celle de la perte de compétences de lecture des jeunes. Lorsque j'étais à Columbia à l'automne, beaucoup de collègues qui enseignent avec des étudiants de première année, donc de 18 ans, ont constaté une grande difficulté à leur faire lire des livres entiers dans ces cours qui s'appellent Great Books Courses, qui sont au début du collège obligatoires pour tout le monde. Alors il y a une question qui est ancienne. Que faisons-nous du temps que la machine nous fait gagner, qui a été posée à toutes les étapes du progrès? Est-ce que ce temps que la machine nous fait gagner, nous l'utilisons bien ou nous l'utilisons mal? Est-ce que nous l'utilisons pour du farniente, de la bulle, ou est-ce qu'on l'utilise pour de l'osium studiosum? À Rome, on distinguait le negociosum osium et l'ociosum osium. L'ociosum osium, c'est le loisir qui est du temps perdu. Le negociosum osium, c'est le loisir qui est du temps retrouvé pour faire autre chose. Et donc, toute la question est de savoir comment faire pour que Comment? Oui, monsieur Compagnon, vous m'y avez autorisé, je vais vous interrompre pour laisser un petit peu de temps à M. Flandrin et Andler, et pour aussi permettre à Madame la rapporteure de vous poser des questions. D'accord. Eh bien, vous m'arrêtez là, et je pourrais parler encore longtemps. Un professeur, ça peut toujours parler au moins 1 heure. On lui donne la parole. Oui, bien sûr, je suis désolé, je suis le gardien des horloges, je ne suis pas une fonction que j'adore, mais il faut tout de même que chacun puisse s'exprimer. Merci beaucoup, en tout cas. Monsieur Flandrin, je vous en prie. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais effectivement plutôt donner des aperçus liminaires plutôt que de répondre aux questions explicites qui ont été posées, parce que peut-être ça sera l'objet de la suite de la discussion. Moi, je voudrais juste donner quelques éléments. Mon parcours professionnel, donc je suis CNRS émérite, et je travaillais et je travaille toujours dans le domaine de ce qu'on appelle le traitement du signal, des images et des systèmes complexes. Et effectivement, de l'intérieur, on a vu du côté plus recherche, mais maintenant ça impacte sur la façon de faire de la recherche, un glissement progressif de la façon dont on appréhendait le monde, dont on traitait les données, etc., avec un infléchissement progressif qui est passé d'une vue un peu, on va dire, qui mettait l'accent sur une forme de modélisation du monde, à quelque chose qui est passé beaucoup plus sur tout ce qu'on appelle le machine learning, etc., sur une forme d'apprentissage en travaillant sur les données. Et ça, c'est une grande rupture parce que c'est une façon de finalement faire ce qui peut être des apprentissages et ensuite prendre des décisions par rapport à l'état de ce qui est, sans se poser la question forcément d'en rendre compte de modèles descriptifs, explicatifs, etc. Mais c'est beaucoup plus pragmatique. On prend les données. Alors ça a des avantages et des inconvénients, parce que les données, elles peuvent être de qualité, elles peuvent être de pas bonne qualité, et elles peuvent aussi être créées. Par exemple, c'est un point sur lequel je reviendrai peut-être, mais on est, avec l'IA générative, dans une situation où on est en train de créer on part de quantités gigantesques de données avec lesquelles on élabore par des modèles de langage, etc., des choses qui peuvent être des productions de données, et ces productions de données sont elles-mêmes gigantesques. Et il y a de plus en plus de données qui sont des données artificielles, générées par des intelligences artificielles, qui circulent sur Internet, etc., avec beaucoup de questions à la clé, des questions qui sont: est-ce qu'on peut les différencier des données réelles,
on va dire. Donc ça, c'est tout le domaine des fausses informations qu'il peut y avoir, etc. Et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un principe qui est un principe d'autophagie, d'une certaine façon, qui fait que ces données, elles sont réingérées par les algorithmes eux-mêmes comme augmentation du corpus des données pour créer elles-mêmes de nouvelles données. Et donc là, des gens travaillent là-dessus, sur ces questions, pour savoir quel est le devenir de ce genre de recyclage de données. Est-ce que ça tend vers finalement la reproduction du même étant le même à faire quelque chose qui est totalement semblable et qui crée et qui tue un peu le côté d'innovation? Est-ce que ça crée quelque chose qui, de temps en temps, parce qu'on le favorise, va du côté du n'importe quoi avec des hallucinations, etc. Donc là, il y a tout un champ qui est particulièrement intéressant. Si on veut juste quelques mots, puis après j'arrête. Si on veut parler de rupture, moi je pense qu'il y a une grande différence. Il y a beaucoup de similarités avec ce qui a pu se passer dans des situations antérieures où effectivement il y a d'abord un réflexe qui est un réflexe de crainte ou de réserve ou voilà, qui peut être aussi corporatiste. Enfin, moi, je suis lyonnais, donc je me souviens de la révolte des canuts. J'y étais pas, mais quand même, il y avait aussi un côté des ludites et de tuer des machines, etc. Mais ce qui se passe quand même, je pense, c'est qu'il y a un phénomène vraiment de changement d'échelle. C'est-à-dire que ça soit en temps, avec des évolutions qui sont extraordinairement rapides, parce que à l'échelle de quelques mois, voire de quelques semaines, il se passe des choses qu'on n'imaginait pas précédemment. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau parce que ça pose un problème nouveau qui est un problème de l'assimilation et de l'acceptation. Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça ? Et puis il y a un deuxième problème, il y a une deuxième échelle en espace, parce que maintenant on vit quand même dans un monde extrêmement globalisé, où il y a de manière quasi instantanée une diffusion de beaucoup d'outils. Alors après, il peut y avoir des tas de considérations qui font qu'il y a des histoires de souveraineté, qui font qu'il y a des barrières et ceci, cela, mais il y a une capacité, disons, à avoir un développement à très très grande échelle et très rapide. Et il me semble que cette chose-là est importante parce que une des forces des machines et de l'intelligence artificielle, c'est d'être beaucoup plus rapide que nous, de pouvoir ingérer beaucoup plus de données que nous, et de le faire donc très rapidement. Alors, avec quand même, il faut le dire, des dépenses énergétiques considérables, ça c'est un problème. Voilà. Et par rapport à ça, on peut se poser la question de comment est-ce qu'effectivement l'intelligence humaine réagit pour assimiler ce changement d'échelle dans la façon dont les systèmes se développent. Voilà, c'est juste ce que je veux dire en introduction, mais après j'ai des réponses aux questions qui sont posées si elles sont plus précises. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gendrin. Monsieur Andler, s'il vous plaît. Oui, merci de me recevoir. D'abord, une précision qui n'est pas complètement indifférente. J'étais mathématicien, mais ce n'est pas en tant que mathématicien que j'étudie l'intelligence artificielle, c'est en tant que philosophe, et en particulier philosophe des sciences. Et c'est important, en fait, parce que si on veut essayer de prendre la mesure de ce qui va se passer avec cette nouvelle configuration, les intelligences artificielles, etc., dans notre monde humain, avec notre intelligence humaine, il est assez important de réfléchir au rapport entre ces deux productions, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est plutôt ça le cœur de mon ouvrage, où il y a une partie technique, parce qu'il faut montrer qu'on sait de quoi on parle, il faut proposer au lecteur une grille d'analyse synthétique alors qu'on est complètement bombardé, il y a tous les jours 150 articles qui nous arrivent, mais ensuite il faut réfléchir un peu à où ça va et ça signifie. Alors je vais juste développer au cours de ce propos liminaire juste 2 points qui sont un peu les 2 premières questions. Le premier, on demande est-ce que vous êtes un enthousiaste, est-ce que vous êtes de ces gens qui réagissent négativement, ou est-ce que vous êtes un de ces Montaigne, pas trop ni trop peu, etc. Est-ce que vous êtes entre les deux? Alors je pense que la question est mal posée pour la raison suivante. Nous, l'intelligence artificielle n'est pas comme, je ne sais pas moi, la technologie, les transports aériens, ou le transport de l'électricité, ou d'autres technologies qui sont essentiellement stables, même si elles font des progrès. L'IA, et non seulement l'IA fait des progrès dont Patrick vient de parler, mais en fait l'IA fait des progrès sans savoir très bien ce qu'elle est et ce qu'elle fait et ce qui lui donne son efficacité. Personne à ce jour ne comprend vraiment comment marchent les large language models.
ChatGPT, etc. Donc, on voit bien que ça marche d'une certaine façon. On ne sait pas très bien pourquoi, et on ne sait pas comment ça va, en quelque sorte, se stabiliser sur le plan technique, atteindre un certain niveau d'intelligibilité et un certain niveau de fiabilité. Mes deux éminents confrères n'ont pas parlé de cette question. Antoine a parlé de la nécessité de s'écarter de la pensée moyenne et de la banalité. Il a tout à fait raison. C'est notre métier, à nous chercheurs, de faire du nouveau. Et Patrick a mentionné le fait qu'il y a des progrès extraordinaires, mais ces progrès ne sont pas nécessairement en termes de fiabilité. En réalité, plus ils sont, plus ce sont des virtuoses, plus ils font de fausses notes. Et contrairement à ce qu'on pourrait espérer. Donc il faut faire attention. Donc, bref, je pense qu'il faut évidemment accueillir et utiliser ces technologies, mais être un peu comme le patineur à glace alors que la glace n'est pas nécessairement solide. Elle peut se dérober sous ses pieds à tout moment, elle peut changer de nature. Et ça, je crois que c'est important. Donc je pense qu'il est important d'accentuer, d'encourager les recherches sur les fondements de l'IA et sur leurs progrès dans un cadre interdisciplinaire. Et de préparer le public qui est complètement inondé par ces technologies et qui les utilise, de le préparer au fait que les choses vont changer. Donc que la technologie va se stabiliser. Ils ont affaire à une technologie qui n'est pas du tout stabilisée, ni complètement comprise, et encore moins maîtrisée. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point est la question, effectivement, qui a déjà été un peu abordée, de savoir si c'est une révolution, si ça se compare aux grandes révolutions précédentes, l'électricité, la machine à vapeur, etc. Alors, j'y étais pas au moment où la machine à vapeur a surgi. Je ne suis pas un historien des sciences et des techniques. C'est un très beau métier, mais ce n'est pas le mien. Donc je ne sais pas exactement comment ça a été reçu. J'ai adoré l'exemple d'Antoine sur la plume de fer, que j'ignorais complètement et qui est absolument très, très, très intéressant. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'effectivement nouveau qui est... la première chose, c'est que, contrairement aux grandes innovations précédentes, l'IA, et je dirais dans une seconde que ce n'est pas seulement l'IA, concerne tout le monde. Tout le monde est au courant et tout le monde s'en sert. Alors que, mon Dieu, quand quelques ingénieurs, quelques papins ou autres a créé le moteur, la machine à vapeur, il y avait peut-être 1000 personnes dans le monde qui comprenaient comment ça marchait, pourquoi ça pourrait marcher, à quoi ça pourrait servir. Le reste de l'humanité n'était pas directement concerné. C'est tout à fait différent maintenant. Et la deuxième chose, et il en a également été question, je crois, brièvement au passage dans le propos d'Antoine Compagnon, la deuxième chose, c'est que la vraie révolution, c'est le numérique. Et ça, c'est une modification anthropologique extraordinaire. L'IA n'est que la pointe avancée de la révolution numérique. Les questions de temps de lecture, les questions de déqualification et tout ça sont dues plus au numérique, aux réseaux sociaux, à ce que j'appelle la numérisphère, tout cet ensemble solidaire de technologies qui nous emprisonne, qui constitue une sorte d'atmosphère supplémentaire, de couches supplémentaires. C'est ça la véritable révolution. Donc voilà, je m'en tiens là et je serai content. Merci beaucoup, Monsieur Andler. Bien, Madame la rapporteure, vous avez la parole désormais. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour ces introductions. Vous avez pu pointer les peut-être déclins dans la capacité de la vitesse de la lecture. On peut aussi avoir eu le constat d'un déclin de l'engagement cognitif des étudiants qui utilisaient ChatGPT. C'était issu d'une étude du MIT de juin 2025. Et forcément, cela soulève des questions sur les relations entre l'IA et les apprentissages. Et je voulais savoir dans quelle mesure l'IA modifie l'acquisition et la diffusion des savoirs. Est-ce qu'il peut y avoir un espoir avec la personnalisation des apprentissages que permet l'IA, une personnalisation selon les compétences des étudiants et peut-être aussi selon son rythme d'apprentissage? Est-ce que vous y voyez un motif d'espoir? Quelles sont les conditions à réunir pour que l'utilisation de l'IA générative puisse
améliorer nos performances, nos apprentissages. Quelles sont les opportunités du déploiement de l'IA générative? Alors, vous l'aviez rappelé, Monsieur Handler, c'est pas uniquement à l'école et dans les universités que ça se pose, puisqu'on a vraiment un accès démocratisé, immédiat à l'IA, et c'est ce qui en fait vraiment tout le défi. Mais si on se concentre sur la capacité des étudiants et des élèves à pouvoir saisir les opportunités de l'IA pour avoir envie d'apprendre et de mieux apprendre, et quelles sont les conditions à réunir pour que l'IA ne soit pas une entrave, mais plutôt une aide à l'apprentissage. Alors, j'attends les réponses de tout le monde. On va reprendre selon l'ordre, s'il vous plaît, Monsieur Compagnon, puis Monsieur Flandrin, puis Monsieur Handler. Bon, je pense que beaucoup de professions vont disparaître avant celle de professeur. L'enseignement n'est pas l'activité la plus vulnérable face à l'intelligence artificielle. L'enseignement, l'éducation, c'est l'une des rares activités humaines qui n'a pas connu, quasi pas connu de gain de productivité depuis l'Antiquité. Parce que ça prend autant de temps aujourd'hui pour apprendre à lire à un enfant que chez les Grecs au Moyen-Âge, pour apprendre à lire ou à compter. L'homme, l'être humain, naît de manière tout à fait prématurée. Et comme je disais pour la lecture, on n'atteint pas son rythme de croisière de lecture avant l'âge de 20 ans. Puis ça commence à diminuer à 65 ans, la vitesse de la lecture. Mais entre 20 et 60, 65 ans, on a une bonne capacité de lecture. Donc, depuis toujours, on rêve de gains de productivité dans l'éducation, parce que ça ferait des économies. Jusqu'à présent, on n'en a, je dis, quasi pas trouvé. Est-ce que l'intelligence artificielle sera cette pierre philosophale, ce miracle qui soudain rendra l'éducation moins chère, puisque c'est ça le problème, plus performante, ça veut dire moins cher. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Le rôle de l'enseignant, du professeur, peut être modifié. Dans vos questions que vous posiez, vous insistez sur le par cœur. Personnellement, je n'ai jamais pensé que l'enseignement visait le par cœur, que la finalité de l'éducation n'a jamais été d'accumuler des connaissances, c'est de former le jugement, de former le discernement. Et face à l'intelligence artificielle, précisément, ce dont on a le plus besoin, c'est de discernement. Pour discernement, pour poser les bonnes questions et évaluer les réponses qui sont données par l'intelligence artificielle. C'est l'art du prompt. Comment cette nouvelle rhétorique à découvrir dans le dialogue, la discussion, la conversation, je ne sais pas comment on veut appeler ça. Mais personnellement, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil comme un autre. C'est une super bibliothèque. C'est une super bibliothèque. Nous avions des classifications dans les bibliothèques dans le passé. L'ordinateur existait avant l'ordinateur. Une classification de bibliothèque, c'est déjà une ébauche d'ordinateur. IBM, ce n'était pas une entreprise d'électronique au départ. Il faisait des fiches, classification des fiches. L'électronique n'est qu'une amélioration d'une technique de classification. Donc c'est une bibliothèque universelle. Mais quand on est dans une bibliothèque, il y a les gens qui ont l'intuition, le flair. Donc il y a des gens qui ont de bons réflexes, qui sont de bons chiens dans une bibliothèque. Il y a des gens qui sont de bons chiens avec Internet, qui ont du nez. Et puis il y a des gens qui ont du nez dans l'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'on peut former ce nez? C'est ça. Est-ce que le nez, le flair qu'on a dans une bibliothèque, dans le monde numérique ou dans l'intelligence artificielle, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, le flair? Personnellement, je pense qu'on peut former le flair
le discernement. Je pense qu'on peut aider à le faire. Mais franchement, je ne crois pas que l'intelligence artificielle supprime la fonction de l'enseignant, du professeur, et au contraire. Alors il y a des questions qui m'ont troublé. Vous dites ça dérange le rôle d'expert du professeur. Personnellement, j'aime bien, j'ai toujours aimé être bousculé par les étudiants. Et quand vous dites à un moment que l'idée que les étudiants peuvent utiliser l'IA pendant les cours. Quand je fais toujours cours à Columbia, que je me promène dans la salle, je vois qu'ils consultent leur ordinateur. Pour vérifier un nom, pour vérifier une date, et il m'arrive de leur dire, est-ce que vous pouvez vérifier, parce que moi je parle, pouvez-vous vérifier que je ne suis pas en train de dire une bêtise? Je dis ça. Un professeur peut dire des bêtises et peut demander aux étudiants de vérifier ce qu'il est en train de dire parce qu'il n'en est pas sûr et qu'il voudrait que ce soit vérifié. Donc, je ne vois pas que cela supprime l'autorité du professeur. Et je pense qu'on peut se débrouiller avec l'IA comme... j'aime plutôt que le professeur expert soit bousculé dans sa pratique de l'enseignement. On pourrait aussi parler ensuite des questions de contrôle, qui est aussi une question importante. Voilà. Monsieur Flandrin. Oui, juste peut-être un point, vous avez mentionné là, cette étude du MIT. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder, enfin il faut continuer à faire ce genre d'approche. Moi j'en fais pas un suivi extrêmement serré, mais il y avait en 2025 il y a une étude du Lancet qui était quand même un peu refroidissante, on va dire, qui était une étude qui avait été faite avec un groupe d'experts qui étaient des experts d'imagerie médicale. Donc je ne sais plus ce que c'était comme voilà, mais d'une certaine façon. Il y a toute une phase première qui avait été faite où on évaluait les performances de diagnostic en tant qu'expert seul. Ensuite, ils ont été accompagnés par une IA pendant un certain temps, pas très long, quelques mois. Et ensuite, on les a remis en face de situations d'expertise en les privant de l'IA. Et s'ils étaient partis de, je dis des chiffres au hasard, mais s'ils étaient partis de 85% de bonnes décisions au départ, qu'ils étaient montés à 92 avec les IA, ils étaient redescendus à 81 sans l'IA. Donc ça interroge quand même sur le fait qu'il y a un moment où il faut faire la part entre l'accompagnement et la délégation à la machine, où d'une certaine façon, c'est mentionné dans certains aspects aussi de vos questions ou des approches, il y a forcément un moment où, quelque part, en sachant qu'on dispose de l'outil, on peut s'appuyer sur lui, et si on ne le remet pas davantage en question au fur et à mesure pour comprendre pourquoi ceci et cela, il y a un petit danger qu'effectivement on aille vers une perte, pas forcément de connaissances, mais de raisonnement ou de la façon de gérer ces apprentissages. Donc ça, c'est un point. Donc je crois que d'une manière générale, de toute façon, l'IA, effectivement, est un outil qui est alors, je voudrais faire une petite remarque, c'est que des fois, l'IA est devenue une sorte, de mot magique. Et beaucoup de gens maintenant disent qu'ils font de l'IA. Il y a 10 ans, ils auraient dit qu'ils faisaient du machine learning, c'était la même chose. Et il y a 20 ans, ils auraient dit qu'ils faisaient de l'analyse de contenu, ça aurait été la même chose aussi. Donc il faut faire, dans la numérisphère dont parle Daniel, il faut faire la part, je pense, entre ce qui est de l'ordre, on va dire, du moteur de recherche, quand même, qui était une grande avancée, et puis ce qui est de l'IA, parce que l'IA rajoute une couche par rapport au moteur de recherche. S'il s'agit juste de savoir en quelle année s'est passée la bataille de Marignan, est-ce que c'est la peine de demander à une IA? On a un moteur de recherche, ça coûte 6 fois moins cher. Ou 10 fois moins, je ne sais plus les chiffres. Enfin bon. Et d'une manière assez générale, il y a un réflexe maintenant d'utiliser des outils d'IA, et en particulier d'IA générative, pour des recherches de faits. Et moi, je trouve que c'est un petit peu dangereux parce que sans doute, ça remonte aux faits, mais d'abord, il faut s'assurer que ça remonte aux vrais faits, parce que ça, il y a tous les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, que ça se nourrit de données dont
certaine. Si un jour il y a suffisamment de gens qui, dans suffisamment de mauvais documents, par exemple, si tout le monde se met à utiliser Grokipédia au lieu de Wikipédia, eh ben peut-être qu'un jour quelqu'un arrivera à faire croire que Marignan était en 1516 et pas en 1515, et puis après on dira que c'était en 1516. Parce que ça rajoute une couche qui est une couche ensuite, d'une certaine façon, d'interprétation et d'avis aussi, puisqu'on est dans ce mode de dialogue avec les IA. Donc en ce sens-là, je pense que c'est un peu... bon, voilà, petit warning, on va dire. Par contre, pour revenir sur les histoires de Parker, etc., je suis tout à fait d'accord. Le truc qui est extraordinaire, c'est qu'en effet, on a accès à infiniment plus de possibilités de connaissances que ce qu'on peut faire humainement, à voir ce que l'on en fait. L'exemple des bibliothèques est intéressant parce que c'est aussi l'exemple d'où est la part de la sérendipité dans les IA. Parce que de notre temps, si je peux me permettre, Antoine, on allait dans les bibliothèques pour chercher l'article dont on connaissait la référence, le numéro, la page, etc. Et puis on en profitait pour feuilleter les bouquins qui étaient à côté, et on voyait ce qu'il y avait dans le même numéro, et on trouvait des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc ces outils-là sont formidables pour trouver ce qu'on cherche. Faisons en sorte qu'ils soient aussi formidables pour trouver ce qu'on ne cherche pas, nous aider à trouver ce qu'on ne cherche pas. Et ça, c'est une part qui, effectivement, passe par un accompagnement dans l'apprendre à apprendre, d'une certaine façon, des enseignants. Et c'est clair que les enseignants ont un rôle particulier. Un dernier point, c'est qu'il faut aussi former les formateurs. Donc il faut faire en sorte que les enseignants soient formés. Alors là, tout le monde... Antoine a évoqué le fait qu'effectivement, il a fait une transition formidable depuis les années 80, mais tout le monde ne l'a pas forcément faite. Et je pense qu'il y a un petit gap générationnel qui existe encore pour beaucoup d'enseignants, qui sont un peu dépassés par le développement de ces outils, qui, ne les maîtrisant pas, n'en comprennent pas forcément les enjeux et ne sont pas à même de bien transmettre comment bien les utiliser, alors qu'en face d'eux, ils ont un public de jeunes qui sont nés là-dedans, qui naviguent, mais sans vraiment comprendre ce qu'ils font nécessairement, mais qui par contre ont une aisance de clavier, de pouce et de tout ce qu'on veut sur ces outils numériques. Et entre les deux, il y a un besoin effectivement je pense, de formation des formateurs aussi. Très bien, très bien. Merci, Monsieur Flandrin. Monsieur Andler, je vous en prie. Alors, peut-être le plus important pour avancer, c'est de se rendre compte que ça dépend. Ça dépend du niveau. Moi, si j'avais eu Antoine Compagnon comme professeur, je n'aurais pas imaginé qu'il pouvait être facilement remplacé. Antoine Compagnon n'est pas remplaçable. Les grands professeurs du supérieur, avec des étudiants sélectionnés, ne sont pas remplaçables et sont parfaitement, effectivement, prêts à accepter les corrections, les critiques, etc. Mais si vous prenez, mettons, dans un lycée technique, un professeur qui est en train d'essayer d'expliquer le théorème de Thalès, il ne comprend pas lui-même le théorème de Thalès, il le sait, il est terrorisé. C'est déjà le cas maintenant. C'est encore plus le cas quand les élèves peuvent lui sortir une explication parfaite par ChatGPT, Claude, etc., du théorème de Thalès. Il est effectivement un peu dépossédé. Donc il y a quand même un véritable danger là. Donc 2 leçons. 1, distinguons l'IA dans la maternelle, l'IA en collège, l'IA au lycée, l'IA dans le supérieur, et distinguons les disciplines, distinguons les cadres éducatifs généraux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des invariants, des choses qu'on peut dire à propos de tous ces niveaux-là, mais c'est important de distinguer. La deuxième chose, c'est que je partage complètement l'idée que les professeurs ne sont pas menacés. Et ça, l'idée du remplacement des professeurs par des systèmes d'IA, y compris très bien fichus, etc., j'y reviendrai dans une seconde, est totalement tout simplement fausse, mal pensée. Qu'est-ce que fait le professeur ? Le professeur, il est l'adulte devant des gens qui ne sont pas adultes. Et il donne l'exemple, il dit « Moi, adulte, je consacre ma vie à enseigner l'histoire, la philosophie, la littérature française ou les mathématiques. » Ça veut dire que c'est important pour qu'un adulte y consacre sa vie entière, qu'il essaye de vous communiquer ce qu'il sait,
communiquer son attitude vis-à-vis de la chose elle-même. Et ça, je crois que c'est absolument irremplaçable. Un professeur, c'est une présence, et c'est l'exemple que donne un adulte qui se consacre à cette chose-là, qui se consacre au savoir. Et ça, évidemment, aucun système d'intelligence artificielle ne va pouvoir remplir cette fonction. Je pense que, évidemment, le professeur ne doit pas être remplacé. En revanche, effectivement, il peut être aidé par des auxiliaires. Et de ce point de vue-là, le point sur lequel je suis vraiment optimiste, c'est celui des tuteurs personnalisés. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment très largement prouvé par des études très convergentes que le tuteur personnalisé transforme complètement le devenir scolaire des mauvais élèves ou des élèves moyens. Deuxièmement, qu'on n'a tout simplement pas les moyens de mettre un tuteur humain au service de chaque élèves en difficulté. Donc, les systèmes personnalisés sont, semble-t-il, efficaces. C'est certainement quelque chose à poursuivre, évidemment en améliorant l'interface avec l'enseignement vivant, si je parle de professeur, etc., etc. Tout ça sont des questions techniques, mais je pense qu'on peut être optimiste sur cette question-là. Alors, peut-être la dernière chose que je voudrais glisser ici, et puis vous m'inviterez éventuellement à développer mon idée. Je défends depuis quelques années, tout seul dans mon coin, j'en ai parlé une fois à l'UNESCO, et j'en parle de temps en temps quand on m'en donne l'occasion, ce que j'appelle le bilinguisme numérique. Le bilinguisme numérique, c'est l'idée qu'il faut que les professeurs et les élèves soient capables de se passer des outils numériques et de développer tout un savoir-faire sans outils numériques. C'est comme ça qu'ils apprennent ce qu'est l'effort, c'est comme ça qu'ils apprennent le plaisir de découvrir tout seul quelque chose plutôt que de lire, comme autrefois on lisait dans les traductions de latin trop difficiles pour nous, on les lisait dans le Budé bilingue évidemment, mais on n'apprenait pas le latin. Donc il faut se passer des outils numériques. Et d'autre part, il faut évidemment savoir utiliser les outils numériques au mieux. Ça donne un avantage compétitif considérable, ça facilite énormément, etc., etc. Donc ça, les deux idées sont très claires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des dessins. L'idée du bilinguisme, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas de l'eau un peu chaude et de l'eau un peu froide et le tout, ça va être une eau tiède. Prenez les écoles bilingues. Une école bilingue, c'est une école dans laquelle il y a des cours en français et il y a des cours en allemand. Mais il n'y a pas des cours en allemand-français. Parce qu'à ce moment-là, on n'apprend ni l'allemand, ni le français, ni d'ailleurs la discipline qu'on est censé apprendre. Donc il faut vraiment développer cette idée des deux voies parallèles. Alors, selon les disciplines, évidemment, selon les moyens disponibles, etc., il y a toutes sortes d'aménagements, mais bon, heureusement, il y a beaucoup de professeurs et de leaders de l'éducation intelligents qui vont nous mettre ça au point. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Vous avez évoqué deux points sur lesquels je souhaitais revenir. Le contrôle de l'acquisition des compétences et la valeur des diplômes. Cette question de contrôler et d'attester qu'on a appris. Et d'autre part, la question de la formation et celle à grande échelle. Notamment, je voulais avoir votre avis sur l'initiative qu'avait eue la Finlande de pouvoir, par Elements of AI, éduquer, ou en tout cas sensibiliser une grande partie de sa population. Au départ, ça devait être 1%, et maintenant, ils sont au-delà de 5%, sur les enjeux de l'IA, sur les logiques de l'IA. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être également reconduit ? Et d'abord du contrôle, alors. Bon, il est vrai que c'est devenu plus difficile de contrôler, le contrôle des connaissances. Comment contrôler les connaissances avec l'IA. Je suis revenu de Genève hier soir et j'ai découvert qu'à l'université de Genève, il y avait beaucoup de problèmes dans les examens. On ne sait plus quoi faire comme examen. Quand j'étais à l'automne à Columbia, on a renoncé aux devoirs à la maison, qui sont faits d'une semaine sur l'autre parce que les devoirs à la maison sont faits à l'aide de l'IA. Donc on est revenu à ce qui s'appelait des devoirs sur table écrits à la main. Mais les étudiants ne savent plus écrire à la main. Et ils ont appris à écrire sur des claviers à l'école maternelle.
physiquement écrire un devoir à la main pendant 2 heures, c'est plus possible. C'est comme je disais tout à l'heure, la lecture. Lire un gros livre est devenu physiologiquement difficile. Écrire un examen à la main pendant 2 heures est devenu physiquement impossible. Donc l'examen sur papier à la main est devenu très difficile. Alors maintenant, lorsque j'étais à Genève, j'ai compris que les techniques les plus récentes de contrôle, c'est les mini-oreillettes qui font 3 mm, qu'on enfonce dans les oreilles, qu'on récupère avec un aimant. Et avec ces mini-oreillettes, on peut interroger l'intelligence artificielle qui est dans la salle à côté, et que maintenant, dans les examens à Genève, les professeurs se promènent avec des baguettes qui détectent les radiofréquences. Donc on en est là, il faut détecter les radiofréquences, et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'une jeune fille avait cette mini-oreillette de 3 mm dans le fond de son oreille, parce qu'elle continuait à sonner alors qu'elle n'avait plus rien. Et, bon, elle a finalement avoué qu'elle avait ça. Donc voilà où on en est, à ces barrettes de détection contre l'IA. Donc, en effet, il est devenu très, très difficile de faire passer des examens. Personnellement, moi, j'ai toujours recours à la confiance. Et j'ai continué l'automne dernier à Columbia à donner des devoirs à faire à la maison en faisant confiance aux étudiants. N'oublions pas qu'il y a aussi des logiciels qui détectent sur les devoirs. Alors ces logiciels ne sont pas très fiables. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, j'ai fait passer hier soir un article que je suis en train d'écrire au logiciel qui s'appelle Compilatio, et 3 paragraphes étaient susceptibles d'avoir été écrits par l'intelligence artificielle. Or, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour cet article, donc ces logiciels ne sont pas fiables. On se demande comment ils le seraient d'ailleurs, puisque l'intelligence artificielle est propriétaire, donc elle n'est pas en principe accessible. Donc il y a très peu de contrôle possible. Alors l'autre question que vous posez, c'est celle de la diffusion de l'intelligence artificielle. Alors vous avez évoqué dans l'une de vos questions une plateforme Pix que j'ignorais, que j'ai donc consultée, et j'ai trouvé que ce qui était dit sur cette plateforme à propos de l'intelligence artificielle était très basique. En revanche, j'ai regardé ce qui était plus complet sur les compétences numériques, et sur les compétences numériques, ça m'a paru beaucoup plus développé. Je me suis même heurté à des exercices que je ne savais pas faire. Par exemple, multiplier d'un seul coup 2 colonnes d'un tableau Excel. Je crois que je n'avais jamais fait ça, mais bon, on se débrouille, donc on apprend des choses. Là, ça m'a paru assez bien fait. En revanche, pour l'intelligence artificielle, c'est encore très rudimentaire ce qui est dit, et il me semble que là, en effet, ça pourrait être développé. Donc c'est ce logiciel Pix, ou peut-être plateforme, pardon, Pix. Très bien. Monsieur Flandrin ? Oui, moi je peux qu'abonder à ce qui a été dit. Effectivement, pour l'évaluation des acquisitions de connaissances, bon, si on regarde par exemple ce qui se passe quand quelqu'un soutient une thèse, il y a un manuscrit, il y a une présentation orale aussi. Donc l'oral joue un rôle quand même important pour voir dans quelle mesure ce que l'on a pu mettre dans un document, etc., est quelque chose qu'on a intégré, qu'on a assimilé et qu'on est capable de rendre de nouveau à un public en fonction des questions. Donc répondre à des questions dans un examen oral, c'est aussi un des éléments qui sont des éléments d'appréciation de la façon dont des connaissances ont été assimilées. Parce que le but du jeu, c'est pas tant d'en avoir plein, etc., mais c'est de les avoir intégrés, d'avoir compris ce qu'on a intégré. Enfin, il me semble. Bon, j'en parle. Voilà, mon expérience du côté de l'enseignement est vraiment... Moi, j'étais pas enseignant-chercheur, j'étais chercheur, et elle était beaucoup plus du côté, on va dire, effectivement, par exemple, de ce qui se passait dans les encadrements de thèse ou de Master 2, mais
DEA autrefois. Donc il me semble que l'oral est important. Alors après, moi je suis très très réservé par rapport à tout ce qui est, comment dire, contrôle via des logiciels de détection, des choses comme ça. Parce que autant il peut être facile, et c'est bien documenté, de détecter ce qui peut ressembler à du plagiat ou de l'emprunt. Voilà. Donc croiser des documents, alors là c'est très bien parce qu'on a des outils qui en effet permettent de brasser une quantité absolument considérable de documents qu'un humain ne pourrait pas faire et qui permettent de trouver que voilà, il y a ce paragraphe entier qui a été pompé, etc. Ça marche très bien. Mais avec l'IA générative, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que l'IA générative, elle engrange les régularités qui sont dans le corpus d'apprentissage et elle ressort quelque chose qui est de même nature mais qui n'est pas une copie conforme. Donc trouver quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose qui serait l'usage, on ne mettra pas le doigt sur quelque chose qui ressemble exactement. En plus, il faut bien voir que quand on pose à une IA générative 2 fois la même question avec le même prompt, on aura des réponses qui ne seront pas exactement les mêmes, puisqu'il y a une part probabiliste dans la conception des réponses qui est naturelle. Donc moi je pense que c'est très illusoire. Et puis surtout, ça entretient un mauvais rapport, je pense, à ce que devrait être la production humaine versus une production artificielle. On reprenait là l'exemple qui était sorti il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça, et qui est ressorti là, dans un article du Monde il n'y a pas longtemps, de l'usage du tiret quadratin comme étant un élément de suspicion d'utilisation d'une IA, ce qui nous amène à des absurdités. Parce que si on ne peut plus utiliser ça et qu'on va se priver de cet usage-là pour ne pas être pris pour une IA qui a décidé que c'était un marqueur parce que c'était utilisé dans des IA, on est dans un cercle qui est un cercle... Enfin, ça me semble totalement absurde. Donc la détection, moi je suis extrêmement réservé par rapport à ça. Et effectivement, c'est plus la notion de confiance, je suis d'accord. Et le fait que s'engager dans quelque chose qui soit des interdictions, des outils de contrôle, c'est du chat et de la souris. Je ne connaissais pas l'exemple des mini-oreillettes, mais on voit à quel point chaque fois il y a des réponses. Il y a des déviations par rapport à ce qui avait été imaginé et je ne crois pas qu'il faille s'y engager. Au-delà des mini-oreillettes, il y a les lunettes connectées. Maintenant. Oui, voilà, il y aura toujours des innovations comme ça. C'est le chat et la souris typique. C'est comme en cybersécurité. En cybersécurité, il y a en permanence le jeu qui se passe entre... C'est la dialectique de l'obus et de la cuirasse, bien connu, bien sûr. Monsieur Andler, je vous en prie. Oui, bon, c'est pas une raison pour renoncer. Hein. On ne va pas defund the police tout simplement parce que les gangsters finiront toujours par être plus forts. Non, je voulais un peu reprendre cette question du contrôle des connaissances. Peut-être que l'IA, je suis en général assez critique de l'IA, mais l'IA a cette vertu qu'elle nous oblige à repenser. Elle chamboule les choses. Pas forcément de la bonne façon, mais le simple fait que l'IA existe et se développe comme elle se développe nous oblige à repenser un certain nombre de choses à un niveau assez fondamental. Et en l'occurrence, je pense que l'idée même de contrôle des connaissances, qui d'ailleurs, enfin, Antoine doit s'en souvenir, on a discuté autrefois, est-ce que c'est bien le contrôle des connaissances, c'est quoi les connaissances, est-ce bien nécessaire, etc. C'est le moment peut-être de se reposer la question du contrôle des connaissances. Pourquoi faut-il les contrôler ? Pourquoi faut-il toutes les contrôler ? La solution d'un oral, d'une confrontation, même d'un oral sous forme d'une discussion avec le maître, le professeur, l'enseignant, sur un point particulier. Les autres sujets ne seront pas abordés, ils ne seront pas contrôlés. Ce n'est pas forcément si grave que ça. Et peut-être que nous devons... Les systèmes actuels de contrôle des connaissances et de sélection des élites ne sont pas idéaux en réalité. Et peut-être que nous devrions commencer... L'IA nous force à repenser ces choses-là. Voilà, donc je pense que de ce côté-là, il y a peut-être des progrès à faire, mais à condition de se placer à un certain niveau de remise en cause. Plutôt simplement de se demander, quel examen je vais faire penser. Je ne reproche pas, mais je n'enseigne plus, étant émérite, mais je l'ai fait pendant près de 50 ans, donc je connais un peu le métier. Je comprends parfaitement bien l'embarras dans lequel mon épouse est encore en exercice, et elle a le même problème qu'ils ont tous, donc je ne leur reproche pas du tout de bricoler du mieux qu'ils peuvent, mais je pense qu'une réflexion plus fondamentale serait peut-être opportune.
Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Je voulais parler maintenant de l'IA et de la langue française, et plus généralement aussi, on va dire, de la culture française et européenne. Donc les modèles d'IA sont entraînés à partir de données. On a longtemps déploré le fait que c'était plutôt des données issues du monde anglo-saxon, que ça avait forcément des effets sur le type de résultats suite au prompt. On peut avoir un certain paradoxe. D'un côté, on peut déplorer que ces IA aient parfois utilisé des données culturelles, c'est-à-dire des œuvres en français, sans autorisation, sans rémunération de leurs ayants droit, mais en même temps craindre de ne pas être sur ces modèles d'IA génératifs, c'est-à-dire que nos références françaises et européennes n'y seraient pas. Que pensez-vous de cet enjeu? C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, les modèles d'IA sont encore trop entraînés sur des données anglo-saxonnes, et est-ce que vous constatez qu'elles sont toujours biaisées, ou est-ce qu'il y a eu une amélioration de la variété, de la diversité des données? Qu'est-ce qui pourrait venir rendre compatible le respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, mais aussi la diffusion et le fait que nos références culturelles puissent être présentes dans les IA, au risque peut-être autrement de disparaître si les IA sont ces recours pour accéder aux connaissances? J'ai pas tellement de choses à dire sur le sujet. Bon, il est clair que les IA fonctionnent pour l'essentiel en anglais, mais j'étais un petit peu troublé par la question que vous posiez en comparant l'IA à l'intertextualité. Pour moi, c'est beaucoup plus une analogie avec ce que j'évoquais tout à l'heure, la bibliothèque, c'est-à-dire les arts de la mémoire. Les arts de la mémoire, depuis l'Antiquité, les théâtres de mémoire à la Renaissance, la classification universelle des bibliothèques, c'est tout ça qui est le monde de l'IA. L'idée qu'avec la combinatoire des connaissances acquises, on peut produire de nouvelles connaissances. C'est toujours été le rêve. Le rêve, c'est produire du nouveau avec la combinatoire de l'ancien. Et l'intelligence artificielle fonctionne avec la probabilité contextuelle, mais peut-elle innover? C'était le rêve depuis toujours. C'est la langue universelle comme inverse de la langue originelle. Et le mythe de la langue originelle est le mythe de la langue universelle, et c'est un peu ça. Donc c'est quelque chose de très ancien. Est-ce que c'est à portée de main avec l'intelligence artificielle? Voilà, c'est cette question-là qui me paraît importante. Et on le voit. Bon, et là, on n'a pas pour le moment de réponse, évidemment. Et je crois que c'est... Alors, ça me paraît une question, disons, plus fondamentale que celle de la langue française elle-même. C'est la question véritablement de la capacité d'innovation de l'intelligence artificielle et ce vieux mythe de la langue universelle auquel on revient. Oui, alors, sur cette question, si on est très basique avec l'état actuel de l'intelligence artificielle par ces grands modèles de langage, etc., c'est pas fait pour produire vraiment du nouveau, puisque c'est fait pour faire en sorte qu'on accumule beaucoup de données, qu'on trouve dans ces données des formes de régularité, et qu'ensuite, par rapport à une demande qui est faite, on reproduise ces régularités. Donc c'est très très bien pour faire... Bon, on peut tout à fait écrire un texte à la manière d'eux, on peut faire une peinture qui ressemble au style d'eux, etc. Donc je crois que une des difficultés, c'est effectivement d'avoir dans des systèmes une capacité de disruption un petit peu qui fait sortir quelque chose. Alors, il y a des boutons de réglage, il y a les hallucinations qui sont quelque part des formes d'échappatoire qu'on offre au système pour créer quelque chose qui s'écarte de la route. Mais dans le principe même fondamental, il y a des études très intéressantes qui ont été faites récemment justement sur le bon degré d'apprentissage qu'il faut faire
pour avoir suffisamment capté d'informations pour reproduire ces formes de régularité en créant du nouveau qui n'est pas du plagiat, mais pas trop non plus, parce qu'à ce moment-là, on se met vraiment à retrouver des éléments des bases d'apprentissage. Donc là, il y a des études même de physique statistique là, qui sont conduites dans ces directions. Donc ça, c'est un point important. Il y a juste une remarque que je voudrais faire, c'est que... Et c'est des questions très complexes, les questions d'appropriation des contenus, les droits d'auteur, etc. Il y a un principe de base qui est un principe qu'il faut qu'il y ait de la transparence dans les systèmes, qu'on sache ce qui est fait, sur quoi les systèmes s'entraînent, quelles données ont été utilisées. Après, le fait qu'on veuille se garder que des données soient utilisées, bon, si on fait une petite analogie, je veux dire, avec la création, par exemple, picturale ou autre, je veux dire, tous les peintres qui ont fait des choses totalement nouvelles, ils ne sont pas privés d'aller visiter les musées, de regarder les bouquins et de comprendre ce qu'il en est. Donc, on ne peut pas non plus... ça serait dommage de faire sortir des systèmes d'apprentissage quelque chose pour des raisons qui sont des raisons de propriété. Un petit peu comme si, effectivement, voilà, les œuvres exposées dans un musée, bon, il y a une propriété intellectuelle, mais en même temps, elles sont offertes au regard de tout le monde, quand même. Est-ce qu'il faut interdire l'entrée dans les musées pour les peintres futurs? C'est un peu dommage. Donc il y a un côté qui est un côté délicat, enfin, du côté... Par contre, si c'est de l'appropriation et du pillage pur et simple, évidemment, il faut qu'il y ait des garde-fous. Ça, c'est clair. Mais ça pose des questions qui sont des questions de droit qui me dépassent largement et qui sont assez compliquées. Mais je crois que sur le fond, la notion de créer du nouveau qui a un sens d'originalité, parce que du nouveau, on peut faire du nouveau qui ressemble là, mais du nouveau qui a un sens d'originalité, c'est une question qui est fondamentale et qui est, je pense, pas complètement... comprise pour l'instant de ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les systèmes d'intelligence artificielle tels qu'ils sont. Alors maintenant, il y a effectivement les nouvelles approches que d'autres, des chercheurs historiques, même comme les modèles du monde que veulent développer Yann Lequin et autres, qui sont d'autres approches que la course en avant du gigantisme des LLM, où on a l'impression que plus on a de données, plus on a des systèmes puissants, plus on pourra faire des choses. Mais est-ce que la solution est dans cette fuite en avant ou est-ce que c'est peut-être de regarder... Je termine juste par là, je m'excuse, parce que c'est aussi un point important, c'est que c'est une forme... L'apprentissage qui est fait est quand même un apprentissage qui est avec pas la totalité de nos sens, de notre appréhension du monde, et en plus c'est intermédié par des écrans. Donc il y a quelque chose... On voit bien le grand fossé qui existe entre un apprentissage humain de comprendre ce que c'est que l'effet de la pesanteur pour un petit enfant, et ce que ça peut être pour une machine avec beaucoup d'exemples et beaucoup de ressources calcul énergétiques et autres. Voilà. Je reviens un peu à cette idée que l'intelligence artificielle est loin d'être stabilisée, loin d'être comprise. Je pense que dans 10 ans, on verra ces questions de manière différente. D'abord, la vérité économique de l'IA va tomber. L'IA est énormément déficitaire, comme vous le savez. Beaucoup de gens pensent que OpenAI va faire faillite, etc., que le capital risque ne va jamais s'y retrouver. Et dans 10 ans, ils auront compris. Et donc, ils auront compris que l'IA ultra performante qui existe aujourd'hui coûte très cher. À ce moment-là, on se dira, il vaut peut-être mieux utiliser un traducteur humain, un chansonnier humain, un peintre humain, pour faire un certain nombre de choses qui, faites par la machine, seront peut-être meilleures ou plus étonnantes, etc., mais qui coûteront très cher. Donc il y a déjà un certain principe de réalité économique qui, à mon avis, va changer un petit peu les choses. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, beaucoup d'entre nous sommes épatés par les productions, disons, artistiques ou créatives de l'intelligence artificielle. Oui, mais on est au tout début. Peut-être qu'on va s'en guérir. Vous savez, moi, je me souviens qu'on était très étonnés dans les années 60 des stylos bicolores. Ah, c'était tellement beau. Le bicolore, le plastique bicolore, c'est absolument merveilleux. Tout le monde s'est mis à acheter des choses bicolores, des DS bicolores, des bicolores, etc. Et puis on s'en est guéri de cet amour du plastique bicolore.
De la même manière, nous ne savons pas si dans les années qui viennent, le sens, en quelque sorte, les goûts du public ne vont pas s'affiner au point qu'ils vont cesser de penser que les chansons faites par l'intelligence artificielle sont tout aussi bonnes et tout aussi agréables. Nous n'en savons rien. Alors, il y a évidemment une menace que je crois peut être prise au sérieux, qui est la suivante, c'est que finirait par le fait par l'homme va être un label de qualité qui va coûter cher éventuellement, qui va être un petit peu l'apanage de l'élite. L'élite va préférer les romans écrits par des êtres humains, les tableaux peints par des êtres humains, etc., etc. Et puis, mon Dieu, le grand public, lui, sera heureux, sera satisfait de production d'intelligence artificielle qu'on aura suffisamment industrialisée pour les rendre bon marché. Donc, il y a là la possibilité d'une espèce de digital divide, d'un nouveau genre, où le fait par l'homme, ce serait un peu l'équivalent de fait par l'artisan, bio, etc. Et ce serait un peu le privilège ou la marque d'une certaine élite avec le reste du monde qui se contente de production artificielle. Merci, M. Andler. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Si nous suivons votre raisonnement à devoir à distinguer ce qui est industrialisé et ce qui est plutôt créé par l'homme, on en arrive déjà à en constater dans beaucoup de secteurs que c'est déjà le cas, et donc ça suscite beaucoup de problématiques d'accès, de démocratisation de l'accès. Il y a la démocratisation de l'accès à l'information qui est très importante. On a constaté ces dernières années que l'information via les réseaux sociaux constituait plutôt des bulles où chacun pensait trouver ce qu'il fallait. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et le recours au modèle d'IA, dont on sait que de plus en plus les gens utilisent des agents conversationnels pour s'informer, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur les médias traditionnels, on n'est plus sur les réseaux sociaux, on est déjà dans son propre agent conversationnel. Qu'est-ce que ça suscite pour vous comme réflexion sur le fait que nous puissions être dans des mondes complètement parallèles avec la diffusion de fausses informations générées, industrialisées par le recours à l'IA, et que nous ayons à affronter ce défi avec peut-être un esprit critique qui est un peu moins aiguisé de plus en plus. Quelles sont les réflexions sur l'IA et l'information au sens de l'ensemble du monde ? Je voudrais revenir sur ce que disait Daniel à propos de l'IA et de la littérature, de l'IA et de la culture. C'est l'idée qu'il y aurait le fait par l'homme, le man-made. Mais est-ce véritablement nouveau? Je dirais, il y a toujours eu cette vieille inquiétude. Il n'y a pas besoin d'IA pour avoir du roman de gare, du roman à l'eau de rose, de ce qu'on appelait la littérature industrielle. Il y a toujours eu de la littérature industrielle, il y a toujours eu de l'art industriel. Alors maintenant, on nous dit 40% de la musique sur Deezer est faite par l'intelligence artificielle et il faut 1 heure pour mettre une chanson en ligne. Et donc c'est en effet devenu très facile, mais ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Il y a un débat aujourd'hui sur le fait de savoir quel est le pourcentage acceptable d'intelligence artificielle dans un roman. C'est ça, on en est là. Quel est le pourcentage? La semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, il y a un roman qui a été retiré par Hachette au Royaume-Uni parce que l'intelligence artificielle avait produit 78% du roman. Donc c'est là où on en est. La semaine dernière, il y a un journaliste du New York Times, un pigiste du New York Times, que le New York Times a chassé parce qu'il a fait un compte-rendu d'un livre. Il a interrogé l'intelligence artificielle, et comme il y avait un seul autre compte-rendu du livre qui a été publié dans le Guardian, sans le savoir, il a récupéré un article du Guardian. Donc là, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est le collapse, model collapse. Donc l'intelligence artificielle s'auto-engendre. Il y a une circularité de l'intelligence artificielle. Donc on rencontre ça, tout ça aujourd'hui. Je dis ça, c'est deux faits de la semaine dernière qui datent des derniers jours de mars. Le roman retiré, le journaliste chassé. Donc ça,
Ce qui veut dire qu'on a utilisé un certain nombre de mots qui sont importants. Il y a le mot fiabilité, hein, il y a le mot transparence qui a été utilisé, bon, et il y a le mot authenticité, je crois. C'est ça, s'il y a quelque chose à apprendre à l'école, à mon sens, c'est ça c'est ça dont il faut parler aux enfants et aux jeunes. C'est que chaque utilisation de l'intelligence artificielle doit respecter fiabilité. Fiabilité, ça veut dire aller contrôler, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on trouve dans l'intelligence artificielle, qui hallucine moins, parce qu'il y a tout de même des progrès. Elle hallucine moins que chaque génération, hallucine moins que la précédente. Mais elle hallucine moins, mais il y a le risque du collapse qui grandit, c'est-à-dire de l'auto-engendrement de l'intelligence artificielle. Donc, au fond, c'est ça, c'est cette, on a envie de dire, déontologie de l'intelligence artificielle qui peut être l'objet de l'école, de l'enseignement, avec ces valeurs qui finalement on arrive à la notion de responsabilité, quoi. Responsable de ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle à l'école. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un débat théorique aujourd'hui. C'est toutes les semaines, il y a de nouveaux événements, comme ceux que je citais, qui montrent qu'il y a des cas tous les jours qui se produisent et qui d'une certaine manière, sont passionnants. Et c'est bien au-delà du problème des fausses références ou des fausses citations, ce qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, alors, par rapport à ces questions, effectivement, on parlait de fausses informations, de bulles dans lesquelles on se retrouve piégé parce que finalement, on ne discute qu'avec des gens qui sont de même avis. On ne lit que le même journal qui lui-même conforte ce qui est une des signatures de beaucoup de ces systèmes d'agents conversationnels, c'est de jouer sur l'empathie. C'est-à-dire en général de relancer la conversation dans un sens qui est un sens allant dans le sens de ce qui est supposé être la demande de l'interlocuteur. Et donc ça, c'est une boucle qui peut être extrêmement désagréable. Alors, si c'est, moi je vais faire juste une petite remarque, si c'est de développer des systèmes d'acculturation à l'IA, de savoir ce que c'est, etc., ça se situe dans un cadre qui est un cadre, je vais dire, général de culture scientifique, parce que c'est quand même des outils technologiques, c'est quand même des outils sur lesquels il y a à la base des avancées scientifiques et technologiques assez considérables, et qu'on regarde d'une manière très générale, beaucoup uniquement par les usages qui en sont faits. Donc évidemment, il ne s'agit pas qu'on sache exactement ce qu'il y a à l'intérieur de son smartphone. Tout le monde se sert d'un smartphone, mais en même temps, il y a aussi une espèce d'approche paradoxale par rapport à ces outils, qui est de jouer à la fois une carte on va dire, de technoméfiance, et en même temps de les utiliser d'une manière extrêmement banalisée. Alors ça, en France, on est assez mal placé pour vraiment placer la culture scientifique exactement à la bonne place dans la culture générale. Alors je pense que ça serait très important, parce que le but de la culture scientifique, c'est pas de faire des scientifiques uniquement, c'est aussi d'avoir, ça rejoint la question d'éducation qu'on a dit avant, c'est aussi d'avoir une façon de mettre en perspective les questions, d'avoir une démarche critique, qui est une démarche qui peut ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Bon, on peut croiser des informations, on peut au moins se poser une deuxième fois la question. Je lis une nouvelle absolument extraordinaire dans mon journal de référence. Bon, je peux peut-être regarder si un autre journal qui n'est pas mon journal de référence va dans le même sens ou pas. Il y a un minimum d'esprit critique à développer, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un souci qui peut être fait tous azimuts, et en particulier pour l'intelligence artificielle. Donc je crois qu'en ce sens-là, effectivement, développer une approche qui est une approche critique de qu'est-ce qu'on peut faire. Il ne s'agit pas de connaître tous les détails, mais quels sont les grands principes ? Parce qu'il y a une part de magie ça peut paraître un petit peu magique quand même, ces outils-là. Moi, je suis le premier à trouver que c'est totalement bluffant souvent, et c'est très très magique. Je l'ai reposé. Bon,
en quelques secondes, on a quelque chose de très, très magique. Donc démystifier, ça, je pense que ça serait un point important. Puis il y a un point que je voulais souligner, peut-être qui n'a pas été dit directement, puis après j'arrête, c'est qu'il y a une part très importante. Alors il y a l'art du prompt. Et l'art du prompt, c'est un peu comme l'art de chercher, etc. C'est-à-dire que c'est faire en sorte qu'on réponde à la question. Mais il y a une grande différence entre un système qui répond à une question et un système qui pose une question. Et là où la différence est, quand on parle du prompt et de l'art du prompt, c'est quand même l'humain qui pose la question et la machine, elle répond à la question. Et la question d'avoir des avancées, il y a des avancées formidables, par exemple, sur des résultats très pointus en mathématiques, mais très souvent, c'est répondre à des questions. Et donc, une machine peut gagner les Olympiades de mathématiques, comme on peut gagner au jeu de Go, etc. Mais est-ce que la machine a posé la question qu'il fallait résoudre ? En général, non. Et si elle le fait, c'est dans un dialogue, mais qui est un dialogue expert. Alors ça, c'est un peu en lien avec ce que disait Daniel tout à l'heure, où effectivement des gens qui sont de très haut niveau, qui ont cette culture, sont capables de dialoguer et de faire en sorte qu'il y ait des suggestions de la machine sur lesquelles ils rebondissent, etc., etc. Et voilà, il ne faudrait pas non plus qu'on arrive à un système complètement à deux vitesses, où il y ait des utilisations expertes qui sont absolument formidables, et puis des utilisations qui sont banalisées, où on prend toutes les productions à bas niveau, peut-être aussi pour des arguments bassement commerciaux, marketing et autres, où on sert de la soupe au bon peuple avec des outils d'IA sur lesquels il n'y a pas de démarche réflexive. Donc du côté de l'enseignement, je pense qu'un point important, c'est quand même de faire en sorte qu'on développe cette démarche réflexive, dont un des piliers, c'est quand même la démarche scientifique, il faut le dire, qui devrait davantage faire partie de la culture générale. Merci, monsieur Andler. Merci. Oui, deux petites remarques préliminaires très rapides, parce que là, on arrive à la fin. D'abord, on n'a pas répondu, madame la rapporteuse, on peut dire ça ? Rapporteur, pardon, à votre interpellation sur la Finlande. Oui, moi je pense que comme ça, très vite, à la louche, je pense que 5%, c'est exactement ce qu'il faut. C'est la proportion à vide. Si 5% de la population est relativement formée aux problèmes que vient de mentionner Patrick, je pense que c'est exactement la bonne proportion. 1%, c'est pas assez. Enfin, en gros, l'expérience historique, etc., c'est que quand 5% de la population est informée, ou par exemple d'une cause militante ou d'une cause humanitaire, etc., ça suffit pour provoquer un véritable changement dans la société. La deuxième remarque... Mince, je l'ai oublié. Bon, pardon, tant pis pour la deuxième remarque préliminaire. Alors, ce que je voulais dire juste très rapidement, c'est deux choses. D'abord, il ne faut pas exagérer les effets de la propagande, des fake news et de la naïveté des gens qui sont, en fait, il y a toute une école des disciples, notamment de mon collègue et ami Dan Sperber, qui insiste beaucoup sur le rôle fondamental de la vigilance épistémique. Et cette vigilance est, en fait, opérative dans beaucoup plus de cas qu'on imagine et beaucoup plus efficace. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que quand on réussit à faire parler les gens ensemble, par exemple dans des conventions citoyennes, eh bien, au bout d'un certain temps, les préjugés tombent et les gens arrivent à se parler, se tendre la main. Donc ça, c'est les travaux notamment d'Hélène Landemort, qui est maintenant bien connue ici. Et la troisième chose, et je prendrai juste 2 minutes pour développer, c'est qu'il y a de manière générale dans la société de très fortes, il y a une résistance organisée ou désorganisée, distribuée, pas complètement coordonnée, au diktat de Silicon Valley. Nous ne sommes pas les premiers à nous dire que quand même Silicon Valley exagère un peu à nous vendre son modèle économique, son attitude générale, cette espèce de façon très très américaine et orientée business, etc. Et sa promotion de la langue anglaise.
Beaucoup de gens se rendent compte que c'est quelque chose qu'il faut non pas nécessairement combattre frontalement, mais qu'il faut équilibrer. Il y a énormément, un peu partout dans le monde, des groupes, des collectifs, des initiatives, etc. Donc je pense que la société civile va, de manière générale, un peu partout, défendre tantôt la langue française, tantôt un point de vue plus orienté bien public que bien des entreprises, etc. Donc je suis pas trop pessimiste sur ce plan. Je pense que tant qu'on n'est pas dans un système de dictature universelle, j'espère qu'on en est pour l'instant quand même protégé, je crois que les forces de la société civile, les forces démocratiques vont quand même limiter éventuellement la prise de pouvoir, ces prises de pouvoir qui nous importunent et qui nous inquiètent. Merci, Madame la rapporteure. Pour une dernière question, peut-être, ou pensez-vous que nous ayons fait le tour de ce que nous pouvions entreprendre? Il y en aurait d'autres, mais je crois que le temps est imparti et Oui. dépassé. Donc, pour tout le monde, je pense qu'on s'en retiendra là. Je sais qu'on a reçu certaines réponses de votre part, mais bien sûr, vous pouvez compléter, et suite à notre échange aussi, en nous vous envoyant des réponses au questionnaire, mais aussi, moi, je suis assez friande de ce que toutes les anecdotes que vous nous avez dit, ou même des choses très précises. Je pense à voilà, les 78% de l'achète qui retire, je ne l'avais pas vu. Donc moi, je suis assez preneuse aussi de ce que vous repérez dans cette accélération d'adaptation de l'humanité à cette révolution qu'est l'IA tout au long de nos travaux qui se poursuivent jusqu'à fin juin. Très bien, merci beaucoup, Madame la rapporteure. Messieurs, merci beaucoup. Ça a été passionnant, ça a été édifiant. Nous n'en doutions pas de seule seconde. Nous avons passé un moment très intéressant en ce qui concerne en tout cas notre mission d'information. Je voulais vous prier de m'excuser pour le côté un peu malcommode de la visioconférence, mais il se trouve que j'ai une bronchite carabinée et que je ne voulais pas contaminer d'un seul coup 3 académies et l'Assemblée nationale. Donc, nous l'avons échappé belle. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir, messieurs, et merci encore. Bien, monsieur Delvecchio, on se retrouve à 14 heures, c'est ça? Exactement.